Bon, bonjour. Donc, le public est très jeune, Lise. On suis très heureux d'avoir répondu à mon invitation. Ça va comme ça? Donc, je disais que le public était très jeune. J'ai l'impression d'être Charles Aznavour quand je fais comme ça, donc c'est assez désagréable. Mais bon, enfin bon, désolé pour Charles Aznavour. Voilà, donc nous sommes ici réunis pour une première, et on en est très heureux, d'une idée du professeur Bobet, à tout seigneur, tout honneur, en essayant de créer comme ça des rendez-vous d'échange entre différents types de publics et le monde du psychotrauma. C'est de toute façon une des vocations du Centre national de ressources et de résilience dont nous avons la responsabilité scientifique, le professeur Bobet et moi. Donc voilà, ce CN2R, quelques mots sur lui, est né en 2019, avec cette mission d'aller fédérer ou comment dire, stimuler la recherche éventuellement dans les points qui seraient encore en friche, d'en faire à partir de la recherche des éléments et des pistes de formation, et que cette formation reste bien vivante au fur et à mesure des avancées dans les prises en charge et dans la connaissance autour du trauma, d'aller vers différents types de publics. Et voilà, nous sommes dans un rendez-vous comme ça aujourd'hui. Aller vers différents types de publics, on le fait déjà assez couramment. En revanche, un public plus orienté chercheur, plus poussé sur le plan scientifique, on ne l'avait pas encore tout à fait fait. Et c'est exactement l'objectif qu'on voudrait toucher à travers ces webinaires. On va essayer d'en faire 2 à 3 par an, sur des sujets qu'on espère pas clos. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vous faire une leçon ou une lecture, comme disent les anglo-saxons, sur un sujet, c'est de faire le tour des états actuels des connaissances, mais d'aborder des sujets qui restent peut-être pas polémiques, mais qui restent ouverts encore dans leur définition ou dans la délimitation de leur champ. C'est typiquement le sujet d'aujourd'hui. Et ce sera celui du prochain, mais ce sera le professeur Bobet qui vous en parlera tout à l'heure. Donc, il fallait faire attention. Qui inviter pour une première de cette importance pour nous? Elle a accepté. En ce moment, elle dit oui dès qu'on lui demande quelque chose. Donc, il faut en profiter. Elle vient d'accepter. On est très heureux. Elle vient de rejoindre le comité scientifique et d'orientation du CN2R. C'est l'instance scientifique qui alors, nous gouverne, nous conseille, nous guide, et auquel on renvoie un peu les pistes et les idées qu'on voudrait lancer sur une année. Et ils nous disent oui, ils nous disent non, ou ils tempèrent, ou ils modèrent nos ardeurs. Donc ce CSO réunit des personnalités nationales et internationales. Et Lise vient d'accepter de siéger dans ce comité. Listen donc est docteur en médecine. Elle nous vient de Norvège. Pas tout à fait d'Oslo, mais du milieu de la Norvège, d'un nom, elle seule peut le prononcer. Et donc, c'est une spécialiste des traumatismes interindividuels, intrafamiliaux plutôt. Elle a travaillé cliniquement beaucoup dans le champ de la pédiatrie sociale. Et elle vient de nous dire, alors on n'a pas relevé quand elle nous a dit ça, mais elle dit, oh, au bout d'un temps, j'aimerais bien revenir cliniquement sur ce champ de la clinique. Alors bon, on n'a pas relevé parce qu'on espère qu'elle restera quand même encore un certain temps dans ce champ qu'elle occupe aujourd'hui. Et elle travaille dans un centre incroyable, pas incroyable pour nous Français. Elle travaille dans un centre à Oslo, un centre norvégien. Alors, il faut que je reprenne, c'est là que j'aurais eu besoin de mes lunettes, d'études sur la violence et le stress traumatique. Alors, vous avez les abréviations, là, le NKVTS, qui est un centre assez unique au monde. Il y en a un autre, mais pas de cette importance-là, en Israël aussi. Mais voilà, c'est une centaine de personnes, elle nous en a encore parlé, avec plus de la moitié de ces personnes qui travaillent en recherche, ce sont des chercheurs. Donc vous voyez, entre 60 et 80 chercheurs sur le trauma qui sont réunis en Norvège. Ça fait pâlir d'envie nombre d'entre nous, en tout cas moi. Le CN2R vient de naître. Je ne sais pas si un jour on arrivera à une telle envergure. Mais bon, voilà. En tout cas, un grand bravo. Donc aujourd'hui, Lise va essayer de conjuguer recherche et clinique en situation de crise. Et c'est un vrai sujet dont on parle, Frédéric et moi, assez régulièrement. Ou encore tout récemment, tu rappelais, tu dis, quand on est arrivé, enfin, quand vous êtes
arrivé à 4 heures du matin, le 14 novembre 2015, dans le 10e arrondissement, en étant monté dans un SAMU en vitesse en pleine nuit pour aller rejoindre, donner un coup de main aux autres équipes. Voilà, ces flics hagards qui bouclaient Paris, ces gens tout à fait dissociés. On dit comment les impliquer dans une recherche quand on les rencontre dans des situations comme ça. Bon, c'est pas tout à fait ce que va dire Lise, bien évidemment, mais ça pose cette question, pas tout de suite évidemment. Frédéric, François et les deux autres, Sylvie et Christophe, c'était les 4 qui sont partis en premier, ne sont pas partis avec des échelles d'évaluation à distribuer tout de suite aux gens. C'était pas pour ça qu'ils sont partis. Mais quand même, hein, si on ne pense pas à cette articulation, jamais, à commencer par avant ce genre de drame, on progressera jamais vraiment. Donc c'est un vrai sujet dont le champ est à délimiter, ce que je vous ai promis. Hein, et Lise va essayer de se débrouiller avec ça. Pourquoi Lise? Parce que elle a travaillé beaucoup, elle et son équipe, ou les équipes qui travaillent avec elle, hein, dans les suites de cet attentat d'Utøya. Ça vous dit quelque chose? Hein, c'est une île à 50 minutes d'Oslo, en bateau. Hein, j'ai bien appris ma leçon. Hein, où, voilà, un homme dont j'ai oublié le nom, hein, qui se dit de temps en temps schizophrène, a commis une tuerie effroyable. De gens jeunes, presque aussi jeunes que vous, hein, un peu plus jeunes que vous. Hein, et donc, voilà, ça a posé des questions, leur jeunesse, le fait que ce soit encore des élèves, hein, ou des jeunes étudiants, ont posé des questions, notamment psychosociales, tout à fait originales. Et on est dedans, là, on est dans l'actualité, puisqu'on est dans le début du procès de l'attentat de Nice, où vous savez qu'une des caractéristiques importantes de cet attentat est qu'il a impliqué en France, pour la première fois, beaucoup d'enfants. Hein, donc, voilà. Je suis peut-être trop long, là, c'est tout. Non, à peu près. Bon, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, donc Lise n'est pas à son coup d'essai avec la France, puisqu'elle est membre du Conseil scientifique de Santé publique France, hein, notre organisme de santé publique national. Elle est membre du comité scientifique de ce très joli projet du musée mémorial pour le terrorisme et du centre d'expertise de l'Union européenne pour les victimes de terrorisme. Donc, voilà. Tu es très demandée, Lise. Hein, très demandée par les Français. Peut-être est-ce du fait de ta maîtrise de la langue. Hein, allez savoir. Parce que bien sûr, elle a fait ses études de médecine, mais comme elle n'avait rien à faire, vers l'âge de 19 ans, elle s'est dit, tiens, je vais faire un tour en France pendant un an. Hein, enfin, pendant au moins un an. Hein, et donc, elle parle comme ça plusieurs langues. Donc, son domaine, alors je ne sais pas si ça la passionne, mais en tout cas, on a travaillé toute la journée, enfin, elle nous a fait l'honneur de venir travailler avec nous quasiment toute la journée. Et on sent quand même son goût tout à fait particulier pour essayer d'être toujours à l'intégration de programmes assez réactifs dans ces situations exceptionnelles, et avec toujours l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de chaque côté d'une culture ou de chaque côté d'une frontière qui serait commun, hein, où nos politiques, nos systèmes de santé pourraient se parler à travers ce qu'on pourrait prévoir et concevoir ensemble. Et c'est très agréable, hein, d'avoir des rendez-vous, des échanges de recherche de la sorte. Écoute, je vais maintenant te passer la parole. J'espère que tu es au confort, que tu as tout ce qu'il te faut. Et donc, voilà, libre à toi, 40 minutes devant toi. Tu as convenu avec moi que je te faisais voir un papier à 10 minutes avant, comme ça. C'est parfait. Voilà, que les gens ne me prennent pas pour un grossier personnage, c'est ce que je suis, mais enfin bon, j'essaie de bien me tenir. Voilà. Lise, nous t'écoutons. Merci. Un grand merci à Guillaume, un grand merci à professeur Vaiva, un grand merci à professeur Bobet et à toute l'équipe du CN2R pour un accueil merveilleux. Je suis ravie et très reconnaissante de cette possibilité de venir, d'échanger autour d'un thème si important aujourd'hui. Et j'aimerais aussi m'excuser à l'avance pour toutes les erreurs linguistiques que je vais commettre, car comme vous avez entendu, j'ai un accent. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me le signaler et j'essaierai de clarifier. Il est aussi un grand plaisir de venir par le fait que nos centres ont des objectifs en commun.
Il y a des centres, le NKVTS et le CN2R, ce sont des centres nationaux qui travaillent avec des questions, avec des problèmes qui méritent des réponses internationales. Et ça touche auprès du sujet dont on va aborder aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu des traumatismes, de différents types de traumatismes et de qu'est-ce que c'est un traumatisme. Ça, ce n'est pas une question simple. On va particulièrement focaliser sur les attentats terroristes et les soins et les soutiens psychosociaux suite aux attentats terroristes. On va aborder 3 cas d'attentats terroristes dans 3 pays différents, avec une perspective européenne pour limiter un peu les sujets. Et on va discuter comment on peut apprendre des attentats pour améliorer nos futures réponses et comment on peut faire la recherche sur la prise en charge des survivants. Puis je vais finir par dire quelques mots sur le NKVTS. Et enfin, il y a la place à l'échange et je serai très, très reconnaissante aussi pour vos questions, et vos remarques et vos critiques, tout ce qu'on peut faire pour faire avancer notre recherche sur ce sujet. Sur la côté, vous voyez des photos prises dans le train le 28 février. C'est entre Trondheim, ça c'est la ville qui a été évoquée, ma ville natale, et Oslo, la capitale de la Norvège. Le 28 février, c'était le premier voyage que je pouvais faire à Oslo quand il y avait enfin des allègements des restrictions suite à la pandémie. Pendant presque 2 ans, nos quotidiens ont été bouleversés par la pandémie. Quand enfin les restrictions ont été allégées, 4 jours avant ce jour-là, le 24 février, l'invasion de l'Ukraine a été lancée. Quelque chose qui a été très lourd. On a vu des images, des situations qu'on avait espérées du passé, comme des familles qui ont été séparées en raison de la guerre. Et donc, dans le train, on traverse des paysages magnifiques où il y a la sérénité, la paix. J'avais cette envie, j'ai pris les photos. Je ne suis pas une photographe, donc c'est vraiment pas des photos merveilleuses, mais il y a cette sérénité et la paix que j'avais envie de partager avec des collègues et des amis à l'étranger. Et quand vous voyez la photo en bas, quelques secondes après ça, c'est comme des mémoires qui se figent. Quelques secondes après ça, je reviens vers l'ordinateur car je travaille quand je prends le train. Et là, il y a une autre nouvelle. C'est la publication du rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'était le 28 février. Et là, il y a l'annonce que les changements climatiques, ils évoluent plus vite que prévu, qu'il faut se préparer pour des catastrophes dans le futur. Donc notre thème, malheureusement, est bien d'actualité. Et donc là, pour les catastrophes liées au changement climatique, on peut parler de traumatisme de masse, où un grand nombre d'individus sont affectés par le même événement potentiellement traumatique. Et on dit potentiellement traumatique car ce n'est pas comme si tout le monde qui vit cet événement vont avoir des troubles mentaux, mais il y a un risque important lié à de tels événements. Et pour cette raison, il y a souvent une mise en place de programmes de prise en charge psychosociale pour essayer de suivre les personnes à risque pour voir qu'ils ne développent pas des troubles mentaux, soit pour prévenir des troubles ou pour identifier des troubles et ainsi les traiter. Et donc, il y a ici une expérience collective, des mémoires collectives de tels événements, mais le vécu reste individuel. Donc, il y a maintes histoires individuelles, même si le traumatisme, en quelque sorte, est partagé. Et vous voyez ici des photos des événements qu'on vient de traverser. Puis, on peut parler des traumatismes interpersonnels et intentionnels.
cela peut aussi être des traumatismes de masse, comme par exemple les attentats terroristes qu'on va aborder aujourd'hui. On voit ici une prévalence plus élevée des troubles mentaux après des traumatismes intentionnels comparés aux traumatismes non intentionnels. Et une des raisons pour cela, on peut penser que c'est lié aussi par le fait que ce sont des traumatismes infligés par d'autres humains, un ou d'autres humains. Cela peut donc avoir un impact plus important sur nos relations. Comment peut-on faire confiance quand on a vécu un traumatisme infligé par un autre? En fait, quand on fait des études, des méta-analyses sur les facteurs de risque, par exemple un état de stress post-traumatique, on voit que le facteur de risque le plus saillant, c'est le manque de soutien social. Et donc, pour avoir accès au soutien social, en quelque sorte, il vaut mieux aussi faire confiance aux autres. Et quand on a vécu un traumatisme infligé par d'autres, on risque de s'isoler ou que les relations avec les autres sont un peu perturbées. Donc, on peut penser qu'une des raisons qu'il y a une prévalence plus élevée, ça peut être lié à ce fait-là. Et parfois aussi le fait que les traumatismes qui sont infligés par d'autres humains, souvent ce sont des traumatismes chroniques à répétition. Par exemple, quand ça arrive au sein de la famille, comme la violence domestique, la maltraitance des enfants. Et dans le cadre de tels traumatismes, quand il y a un autre humain qui inflige ce traumatisme, souvent il peut y avoir aussi un procès juridique, comme c'est souvent une infraction aux lois. Donc cela aussi, ça peut être quelque chose, même si un projet juridique, c'est quelque chose qui c'est important pour la société, ça peut aussi être important pour l'individu, pour finir un peu ce traumatisme, de tourner la page. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Donc ça aussi, ça peut être en quelque sorte une charge. Et ça aussi, c'est d'actualité aujourd'hui avec le procès à Nice, suite aux attentats à Nice. Et donc, une question très complexe. Qu'est-ce que c'est un traumatisme? Enfin, comme beaucoup d'autres mots, c'est un mot qui a plusieurs sens. On peut parler en médecine, on a aussi les unités de traumatologie, on parle plutôt des blessures sur le corps. Dans le langage quotidien, on peut parler de traumatisme. Ah, j'ai été traumatisé par ça, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on appellerait un traumatisme en psychiatrie. Ici, j'ai mis la définition du traumatisme du point de vue du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, de la version 5, qui est un outil développé aux États-Unis, qui a été sorti en 2013. Selon ces critères du DSM-5, le traumatisme, quand on pose un diagnostic d'état de stress post-traumatique, c'est quand on a été confronté à la mort ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à une agression sexuelle d'une ou plusieurs des manières suivantes, que l'on a vécu directement l'événement traumatisant, qu'on a été le témoin en personne de l'événement traumatisant, quand on a appris qu'un membre de sa famille ou un ami proche a été victime de l'événement traumatisant, ou quand on a été exposé de manière répétée ou extrême à des détails horrifiants d'un événement traumatisant. Ça peut être aussi dans un cadre professionnel, quand on intervient sur le site d'accidents ou voit des vidéos d'abus, par exemple. Il faut savoir que la définition du traumatisme, ça a évolué à travers le temps. Comme j'avais évoqué, cette version, ça a été lancée en 2013. Avant cela, la définition était plus, subjective. Il y avait aussi on devait avoir une réaction
de stress liés à l'événement traumatisant. Mais ça, on a enlevé en 2013, c'est-à-dire que le diagnostic et le traumatisme, ça change avec le temps. Et un autre aspect que je trouve où c'est difficile de trouver de bonnes raisons scientifiques et médicales, c'est qu'il y a en fait deux systèmes de diagnostic. Et quand j'ai mis cette définition du DSM-5, ce n'est pas une préférence personnelle, c'est juste que dans la recherche sur les attentats terroristes, c'est souvent cette définition qui est utilisée. Par contre, il y a aussi le ICD-11, je pense que c'est le CIM-11, la classification internationale des maladies en français, qui est le système de l'OMS, qui a une perspective plus de santé publique. Et là, ça a été lancé en 2018, une nouvelle définition de l'état de stress post-traumatique, où on va un peu dans l'autre sens de comparer au DSM-5. Le DSM-5, la définition a été devenue un peu plus complexe avec la nouvelle version 5, tandis qu'avec la version de la CIM, on a essayé de simplifier un peu les critères des symptômes. Par contre, ce qui a été fait pour le CIM, c'est qu'on a créé deux définitions du traumatisme pour avoir le PTSD et le PTSD complex PTSD en anglais, l'état de stress post-traumatique complexe. Et là, si vous vous souvenez des traumatismes intentionnels, quand on parle d'un état de stress post-traumatique complexe, c'est-à-dire que le traumatisme, c'est un traumatisme chronique, un traumatisme à répétition, et qu'on pense que là, il y a aussi un autre type de symptômes, comme c'est quelque chose qui se passe à travers le temps, que ça a un impact aussi plus sur l'identité, plus sur les relations et aussi plus sur la régulation d'émotions. Donc on a choisi de simplifier les symptômes qu'on mesure, mais en même temps d'avoir deux définitions de traumatisme. Et donc, comme j'avais évoqué, moi, je ne peux pas défendre qu'il y a deux systèmes diagnostiques comme ça. C'est difficile à trouver des raisons scientifiques et médicales pour cela. C'est peut-être lié à l'histoire. Quand il y a déjà deux systèmes qui existent, on ne peut pas tout de suite enlever un des systèmes. Donc, c'est quelque chose qui va arriver avec le temps. Mais en même temps, je pense que c'est un rappel important. Car aussi, dans la recherche, les définitions, il faut toujours faire attention aux définitions. Les définitions ne sont pas gravées en pierre et quand on compare la recherche, il faut toujours se poser la question comment est-ce qu'ils ont défini ce qu'ils ont mesuré? Est-ce que c'est vraiment comparable? Et ça, par exemple, avec l'état de stress post-traumatique, on peut voir des études qui ont fait des mesures très différentes et aussi à différents temps. Il faut savoir qu'après un traumatisme, quand on évalue les symptômes, ça a aussi une importance. Si on les évalue tôt après le traumatisme, on peut s'attendre que les niveaux de symptômes vont être plus hauts, plus élevés que si on attend plus longtemps après le traumatisme. Donc, comment on mesure? Quand on mesure et sur qui on mesure? Est-ce qu'on mesure les symptômes chez uniquement ceux qui ont été très, très exposés à un traumatisme ou, par exemple, à la population générale? Ça aussi va certainement impacter la prévalence. Donc, si vous lisez les études de recherche, c'est bien de faire attention à toutes ces questions-là, avoir un sens critique. Et donc, aujourd'hui, c'est surtout les attentats terroristes auxquels on va porter l'attention. Ce sont donc des traumatismes intentionnels de masse. Il n'y a pas de consensus sur la définition du terrorisme, mais on peut dire que c'est l'emploi de la violence pour créer un climat de peur, d'insécurité, pour atteindre des fins politiques, religieuses, idéologiques. Donc, notre psychologie collective est ciblée souvent quand il y a le terrorisme.
il peut y avoir potentiellement un grand nombre de personnes traumatisées et ce sont des événements imprévisibles. Et donc, c'est important de planifier pour quelque chose d'imprévisible, ce qui n'est pas facile. Cela, ce sont donc des conditions difficiles à la fois pour fournir des soins. On peut avoir tout de suite, quand il y a un attentat, que tout de suite, il faut mettre en place des soins. Et aussi, c'est aussi des conditions très complexes et compliquées pour faire de la recherche, pour développer des données scientifiques sur les meilleures pratiques pour offrir des soins. Normalement, quand on crée des études, on planifie longtemps avant. Et surtout quand il s'agit de personnes potentiellement traumatisées. Et davantage aussi s'il y a des jeunes, des enfants ou des adolescents impliqués. Il faut que l'étude soit faite d'une manière éthiquement solide. Et donc, pour cette raison-là, jusqu'ici, on n'a pas suffisamment bien planifié pour faire des recherches en même temps qu'on offre des soins. Et pour cette raison, les guidelines qu'on a, les recommandations qu'on a, c'est surtout basé sur le consensus d'opinion d'experts. On a aussi quelques recherches, mais c'est beaucoup basé sur les opinions des experts. Ici, c'est une sorte de pyramide qui démontre un peu le hiérarchie de preuves scientifiques. Et là, j'ai mis quelque chose que j'aime pas trop, en fait, que je n'aime pas trop. Je vais parler un peu correctement quand même. Car d'abord, je suis un peu critique envers le terme preuve scientifique. Quand on fait de la recherche, si jamais, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà fait un doctorat ou qui pensent le faire plus tard, moi, je pense qu'une des principales, parmi les choses les plus importantes que j'ai appris de ça, c'est de comprendre toutes les incertitudes qui sont liées à la recherche, à la science. Pourtant, c'est la meilleure manière pour développer des données, pour développer des connaissances qui nous permettent d'améliorer nos soins. Mais de parler de preuves scientifiques, je préfère de parler de connaissances, que c'est un peu plus souple. Et en même temps, je ne suis pas toujours d'accord avec cette hiérarchie. Par exemple, même si le Randomized Controlled Trials, ça peut très bien marcher, par exemple, pour étudier l'efficacité des traitements pharmaceutiques ou des thérapies spécifiques. Mais pour beaucoup de questions sociétales, où il faut étudier plusieurs facteurs en commun, on ne peut pas utiliser ce design d'études. Donc, je pense que ce n'est pas toujours mérité de faire une telle hiérarchie. Et d'ailleurs, pour les traumatismes, on peut pas faire ça. On ne peut pas faire une randomisation des personnes. Vous allez vivre un attentat, vous allez vivre un autre type de traumatisme, vous seriez épargné. Donc, c'est impossible de l'utiliser pour beaucoup de thèmes très importants. Et là, il y a une autre pyramide. Ça vient le IASC, c'est le Interagency Standing Committee, qui ont développé des recommandations pour il y a un terme anglais, le MHPSS, qui est devenu un terme un peu utilisé, une abréviation assez courante, Mental Health and Psychosocial Support. Et ce qui est intéressant avec ce terme, c'est donc que c'est à la fois des traitements pour des troubles mentaux, mais c'est aussi tout type de soutien pour protéger ou promouvoir notre bien-être psychosocial. Donc c'est assez large comme terme. Et ça reflète aussi que après de tels événements, il y a cette hiérarchie où tout le monde doit avoir droit à des services basals. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme en français, mais je l'utilise de toute façon. J'espère que vous me comprenez. Et puis aussi cette valorisation de comment est-ce qu'on peut soutenir la famille, la communauté, les réseaux autour, l'entourage des individus impactés pour qu'il y ait aussi ce soutien social
qui peut nous aider à prévenir et parfois guérir des troubles mentaux. Et puis après, pour ceux qui ont besoin aussi un soutien plus individuel, par exemple des médecins généralistes. Et ensuite, pour ceux qui ont besoin des traitements spécialisés. On parle souvent aujourd'hui de quelque chose qu'on appelle le stepped care, qui reflète un peu cette idée de nuancer les traitements par rapport aux besoins. Et ça aussi, c'est une question de ressources, que s'il y a beaucoup de personnes traumatisés, c'est important aussi de planifier de sorte que ceux qui ont le plus besoin ont aussi accès aux ressources spécialisées s'il y a aussi un manque de ressources. Et donc, aujourd'hui, quand j'ai abordé qu'on va parler de 3 cas d'attentats terroristes qui a une perspective européenne. Et c'est particulièrement important aujourd'hui car il y a aujourd'hui une intention sur le plan européen de mieux coordonner nos efforts pour faire face aux menaces sanitaires à travers les frontières nationales. Et la pandémie, il y avait quelque chose de particulier avec la pandémie où tous les pays ont été affectés par une même menace sanitaire, ce qui a aussi mis en lumière comment les différents gouvernements ont choisi de répondre aux besoins sanitaires à leur population. On a vu qu'il y a de grandes différences quand même. Et donc, cela, c'est une citation de la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, du 11 novembre 2020. Elle a dit « Notre objectif est de protéger la santé de tous les citoyens européens. La pandémie de coronavirus a souligné la nécessité d'une coordination renforcée au sein de l'Union européenne, de systèmes de santé plus résilients et d'une meilleure préparation aux crises futures. Nous n'abordons plus les menaces transfrontières pour la santé de la même manière. Aujourd'hui débute la mise en place d'une Union européenne de la santé destinée à protéger les citoyens en les dotant de soins de qualité en cas de crise et à équiper l'Union et ses États membres pour prévenir et gérer les urgences sanitaires qui touchent l'ensemble de l'Europe. » Et alors, comment est-ce que les pays européens prévoient de fournir des soins et des soutiens psychosociaux en cas d'attentats terroristes? Cette question, ça a été un objectif un groupe de chercheurs et de cliniciens. C'était un groupe interdisciplinaire venant de 4 pays, la France, les Pays-Bas, la Belgique et la Norvège. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a de grandes différences dans 3 pays. On a donc choisi 3 pays européens où il y a eu des attentats assez récemment. On a vu que c'était des différences substantielles de la manière comment les pays se sont préparés à de tels événements et comment ils ont répondu sur le plan psychosocial des besoins de leur population. Donc, il y a 3 cas d'attentats terroristes. La première, c'est la Norvège, des attentats qui ont eu lieu le 22 juillet 2011. Puis, en France, le 13 novembre 2015, les attentats qui ont eu lieu alors. Et puis, en Belgique, les attentats du 22 mars 2016. On a choisi ces attentats car c'était les attentats de chaque pays qui ont causé le plus de morts la dernière décennie. Et tous les 3 cas ont été des attentats où il y avait multiples événements dans chaque cas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a examiné des plans ou des directives nationales en vigueur lorsque les attentats ont eu lieu et celles communiquées par les autorités suite aux attentats pour répondre aux besoins de soins et soutiens psychosociaux de la population civile. On a choisi de focaliser sur la population civile et pas les intervenants car les plans pour les intervenants, ça peut souvent être lié dans leur institution. Donc c'était plus abordable de regarder les plans pour la population civile.
Puis, on avait aussi comme objectif de répondre aux questions comment étaient envisagés les contenus, les populations cibles et prestataires des soins et soutiens psychosociaux pendant la phase aiguë et à long terme après les attentats, et quels étaient les impacts des caractéristiques des attentats et des systèmes de santé sur les réponses psychosociales aux attentats. Donc, si on regarde les caractéristiques des attentats terroristes, en Norvège, il y avait, si on regarde les chiffres des morts, sauf les terroristes, il y avait ensemble 77 morts. En France, 130. Il y a aussi parfois le nombre 131 qui est évoqué en raison d'un suicide qui est arrivé plus tard. Et puis, à Bruxelles, en Belgique, il y avait 32 morts. Ce qui séparait un peu les attentats, c'est qu'en Norvège, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, des mineurs. 33 de ceux qui étaient tués étaient des adolescents. Il y avait un en France qui était mineur pour les attentats du 13 novembre. Il n'y a aucun mineur qui a été tué pour les attentats de Bruxelles. Une autre différence qui n'est pas démontrée ici sur ce slide, c'est le nombre de morts des ressortissants d'un autre pays. Donc, en Norvège, il y avait une personne qui n'était pas de nationalité norvégienne qui a été tuée. En France, il y avait, je pense que c'était 24, et en Belgique, il y avait 18, plus de la moitié de ceux qui ont été tués. Et cela, ça montre aussi que la menace terroriste, c'est une menace transfrontalière. Ceux qui sont affectés, ils viennent de plusieurs pays, donc c'est important de coordonner les soins après de tels événements. Si on regarde ce qui s'est arrivé en Norvège le 22 juillet 2011, c'est qu'il y avait une explosion à la bombe au quartier gouvernemental d'Oslo qui a fait 8 morts. Après, le terroriste, qui était un terroriste solitaire, il est allé dans une île qu'on appelle Utøya, où il y avait un camp d'été des jeunes travaillistes, où il a commis une fusillade qui a causé 69 morts, dont la majorité étaient des adolescents ou des jeunes adultes. En France, le 13 novembre, je pense que vous connaissez déjà bien, il y avait d'abord des attentats suicides à la bombe aux abords du Stade de France, où il y avait un mort, puis une fusillade et des attentats suicides à la bombe au Bataclan, avec 90 morts, et des fusillades, des attentats suicides à la bombe aux terrasses des cafés et des restaurants qui ont fait 39 morts. À Bruxelles, il y avait donc 2 attentats suicides à la bombe dans l'aéroport, qui ont causé 12 morts, et puis un attentat suicide à la bombe dans une station de métro. Et si vous voyez aussi une particularité ici, c'est que toutes les villes capitales des pays ont été affectées. En Norvège, il y avait aussi ce petit île qui est à environ 50 minutes en dehors d'Oslo, qui est dans un milieu rural, donc ce qui peut aussi impacter comment on peut fournir les soins. Quand on regarde les caractéristiques des systèmes de santé, il faut dire que ces pays, sur l'échelle globale, ce sont des pays qui ont des systèmes de santé assez où l'accès aux soins est bon, si on voit sur un plan international, avec une couverture sanitaire universelle. Et cela, c'est important aussi quand on réfléchit autour des soins suite aux catastrophes. Car dans un tel cas, on peut s'attendre aussi qu'une partie de la population peut accéder aux soins aussi sans qu'il y ait des programmes spécifiques. Dans d'autres pays où il n'y a soit pas de système de santé ou des systèmes de santé qui sont très dépendants de l'argent, d'avoir assez de l'argent pour accéder aux soins, là, il peut y avoir aussi encore plus besoin de mettre en place des programmes spécifiques, sinon il y aura une grande partie de la population qui n'auront pas accès aux soins. Si on regarde la Norvège pour ce qu'on appelle le système de gatekeeping, c'est-à-dire, quand on parle de gatekeeping, c'est-à-dire que pour accéder aux soins spécialisés, est-ce qu'il faut passer par les soins primaires ou non?
En Norvège, il y a un système de gatekeeping où il y a un schéma de médecin généraliste, c'est-à-dire que chaque citoyen doit avoir son médecin traitant. Et pour accéder, par exemple, au psychiatre, il faut être référé par le médecin généraliste. Sinon, on n'a pas de couverture par l'État. En France, il y a un système de semi-gatekeeping, c'est-à-dire que si on passe par son médecin généraliste, par son médecin traitant, on va payer moins cher pour le psychiatre, par exemple, que si on passe directement aux soins spécialisés. Mais il y a la possibilité d'avoir quand même une partie rémunérée, même si on ne passe pas par son médecin traitant. En Belgique, il n'y a pas de système de gatekeeping, même s'il y a des incentives quand même pour essayer de faire de sorte que la population passe par un médecin généraliste avant d'aller aux soins spécialisés. Et cela, c'est aussi important, car il faut savoir comment est-ce que la population peut accéder aux soins spécialisés. Et cela, c'est aussi important de prendre en compte quand on planifie les programmes de prise en charge psychosociale, quand on souhaite assurer que ceux qui ont des besoins de soins spécialisés qu'ils y accèdent. Et aussi les rôles des différents prestataires de soins dans ce système. En Norvège, ceux qui ont la responsabilité principale de l'organisation des soutiens psychosociaux suite aux catastrophes et crises, ce sont les municipalités locales. En France, c'est sur des régions, c'est sur le niveau régional, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande partie comme géographique, mais aussi qu'il y a une plus grande population qui doit être couverte par cette responsabilité. En Belgique, c'était partagé. C'était dans la phase aiguë, c'est sur le niveau fédéral. C'est une grande surface géographique et une grande partie de la population qui est couverte par ce niveau d'administration. Et puis, s'ils décident qu'ils vont assurer un suivi à long terme, comme particulier, en dehors des soins normaux, ce qu'on donne d'habitude, la responsabilité va être transférée aux autorités locales à long terme. Et cela, après, on va voir que ça, c'était aussi une fragilité en Belgique, car quand il y a une responsabilité partagée, c'est aussi un risque une risque de fracture, qu'il n'y a pas de recours que ça ne continue pas. Et donc, on a vu dans tous les pays, la France, Belgique et la Norvège, qu'il y avait des plans ou des lignes directives à l'échelle nationale. Et déjà, c'est quelque chose que ça existe, car ça, ce n'est pas forcément le cas pour tous les pays. Il y avait aussi dans tous les pays des centres d'accueil qui ont été mis en place pour fournir du soutien psychosocial pendant la phase aiguë. Et ici, vous voyez la photo de Sundvolden. C'est l'hôtel qui a été temporairement utilisé comme centre d'accueil dans la phase aiguë pour les survivants de l'attentat sur l'île Utøya et leurs familles. On a vu que les soins et les soutiens psychosociaux ont différé en termes d'organisation et aussi sur le plan du contenu, en particulier sur le long terme. En Norvège, avec les attentats d'Oslo et d'Utøya le 22 juillet 2011, il y avait une approche basée sur les soins primaires. Il y avait d'abord des équipes de crise pluridisciplinaires dans les municipalités locales qui devaient contacter ceux qui étaient affectés immédiatement. Ces équipes, la composition de ces équipes, ça varie entre municipalités. Il faut savoir aussi que la Norvège, sur le plan démographique, c'est un pays où il y a des municipalités comme par exemple celui d'Oslo. C'est d'Oslo qui a une grande population, ou grande, sur le plan norvégien, environ 600 000 d'habitants. Mais il y a aussi des municipalités où il y a de vastes espaces géographiques, mais
très peu de gens. Donc c'est peu dense. Donc, ce sont des conditions très différentes pour fournir des soins. Donc, la composition de ces équipes peut varier en fonction de la décision de la municipalité. Il y a une grande autonomie locale. Et donc, mais souvent, ce qu'on voit, c'est souvent les médecins généralistes. Les médecins généralistes, comme il y a le système de gatekeeping, ils ont une place centrale en Norvège. Donc, eux, souvent, ils participent dans ces équipes. Et souvent, il peut y avoir aussi un psychologue, la police, et souvent aussi des prêtres ou des imams, qui a aussi quelqu'un des communautés religieuses, et des infirmiers psychiatriques souvent, donc, et des socionomes. On peut dire ça en français, socionomes? Peut-être des personnes qui savent aussi donner des conseils par rapport au travail, et aussi des infirmières à l'école. Pour essayer de répondre à tous les besoins de ceux qui sont affectés par les crises. Après l'attentat, il y avait 2 groupes cibles considérés comme particulièrement à risque de développer des troubles de santé post-traumatiques, suivis de manière proactive avec des dépistages systématiques, ce qu'on appelle en anglais screenings, pendant au moins 1 an. Il y avait d'abord les survivants de la fusillade d'UTA et leurs familles. Eux, ils devaient avoir une personne de contact désignée au sein des soins primaires municipaux qui allait faire des dépistages systématiques ou au moins 3 fois la première année, si ces personnes de contact n'étaient pas eux-mêmes des personnes avec une éducation liée à la santé, ils devaient référer leurs survivants à, par exemple, leur médecin généraliste pour qu'il ou elle puisse faire ce dépistage. Et donc, cette personne de contact avait un rôle très aussi lié à soutenir les survivants sur le plan pratique et de coordonner tous les services dont il ou elle avait besoin. Puis, il y avait les employés des ministères, ceux qui étaient affectés par la bombe. Eux, ils ont eu un suivi semblable, mais au sein des services de santé au travail. Puis, si on regarde en France, avec les attentats de Paris, le 13 novembre, en France, il y a eu le réseau national de cellules d'urgence médico-psychologique, les CUMP. C'est quelque chose qui a été développé suite aux attentats du Saint-Michel en 1995, où il y a des médecins psychiatres, des psychologues et infirmières psychiatriques. C'est organisé donc par les agences régionales de santé. Et les CUMPS ont fourni un soutien psychologique et des dépistages systématiques pendant la phase aiguë, le premier mois, et si besoin, une orientation vers d'autres professionnels pour un suivi prolongé, s'ils ont considéré que c'était nécessaire. Mais donc, il n'y avait pas ce dépistage systématique comme on avait en Norvège, mais par contre, on avait tout de suite aussi un suivi par une évaluation par des spécialistes. Et puis, en Belgique, là, il y avait des réseaux d'intervention psychosociale dans les municipalités locales. Les soutiens psychosociaux étaient coordonnés au niveau fédéral pendant la phase aiguë, mais la responsabilité était donc transférée aux municipalités locales si des soutiens psychosociaux à long terme étaient jugés nécessaires. Il y avait peu d'informations sur le contenu et les prestataires de soutien psychosocial, notamment sur le long terme. Et ce qu'on voit, il y avait donc peu d'écrits dans les plans avant les attentats. Et quand on regardait ce qu'on a trouvé après, c'était surtout dans les auditions au gouvernement qu'il y avait un manque de soins. Donc, ça montre aussi que les plans, d'avoir des plans qui semblent détaillés, ça a l'air de donc rendre plus probable que la population a après un vrai suivi. Et ce qu'on voit donc, on voit qu'il y a de grandes différences des réponses psychosociales des pays après de tels événements. On peut donc considérer qu'il y a un besoin de normes européennes pour la planification, le monitoring et l'évaluation des soins psychosociaux. Étant donné que les attentats terroristes sont des événements imprévus, il faut établir des modèles comparables
pour ces 3 domaines, le monitoring, l'évaluation et la recherche à l'avance. Et aussi, ce qui est peut-être aussi important, c'est d'établir des directives internationales sur la façon de lister les personnes considérées comme faisant partie des populations cibles pour le suivi psychosocial. Je veux donc rapidement aborder, comme le temps passe vite, comment on peut apprendre des attentats pour améliorer nos futures réponses. J'ai évoqué 3 termes. Le monitoring, qu'est-ce que c'est? Le monitoring, c'est-à-dire que quand on met en place un programme de prise en charge psychosociale, qu'en même temps, on met en place des manières d'évaluer comment est-ce que ça fonctionne pour cette population qu'on suit. Pour évaluer est-ce que ça fonctionne bien pour eux. Ça peut être de différentes manières. On peut leur demander leur avis, on peut évaluer leurs symptômes, on peut demander aux soignants comment est-ce que vous pensez que cela va ou est-ce que ça a aussi un impact négatif ou positif sur d'autres aspects de la communauté ou des soins. Cela, c'est à définir, mais on doit le définir ensemble pour qu'on puisse aussi le comparer à travers différents attentats et événements et à travers les pays. L'évaluation, c'est-à-dire qu'on se décide par exemple qu'après 1 an, on va faire une évaluation avec un objectif clair. Par exemple, on va assurer que tous ceux qui ont des troubles, comme par exemple d'état de stress post-traumatique, que tous ceux qui ont ça, ils doivent avoir un suivi spécialisé en psychiatrie. Ça, c'est quelque chose, on se décide et on fait l'évaluation à un point précis dans le temps. Et puis, la recherche, elle ne vise pas cet événement particulier, elle vise à prendre des connaissances, de tirer des connaissances de cet événement pour qu'on puisse améliorer nos futures réponses et qu'on puisse aussi généraliser dans d'autres contextes, dans d'autres pays. Et c'est là où on a aussi un grand travail à faire et qu'on a fait de beaux échanges auparavant aujourd'hui. Et donc, avant l'attentat, il faut avoir des plans pour comment on doit fournir des soins. On doit former le personnel et avoir des plans pour comment on doit faire le monitoring, l'évaluation et la recherche pour que ce soit aussi comparable à travers les pays. Au cours de l'attentat et la phase aiguë, il faut identifier les populations exposées qui sont à risque de développer des troubles sanitaires. Il faut mobiliser le personnel et appliquer les plans. Et ensuite, il faut monitorer et décider s'il faut adapter le suivi des personnes affectées par cet événement et mettre en place des évaluations et de recherches pour qu'on puisse faire le boucle d'améliorer nos plans pour les futurs programmes de prise en charge. Et donc, comme évoqué, la question c'est de qui est-ce qu'on doit inclure et dans les programmes de prise en charge et dans la recherche. Et là aussi, ce n'est pas évident d'identifier les personnes à risque, car comme déjà évoqué, par exemple, par les attentats terroristes, notre psychologie collective, elle est visée. On sait aussi, on voit aussi des réactions dans la population générale. Et ce n'est pas évident de mettre une limite, une définition claire, mais pour cela, c'est bien avant qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'on a une vraie discussion là-dessus. Quels critères est-ce qu'il faut mettre pour qu'on puisse aussi comparer entre événements et entre pays? Là, juste quelques références. On a déjà publié un article qui montre un peu ces différences entre pays, de la Norvège, la France et la Belgique, pour reconnaître aussi les collègues. Et il y a aussi une étude qu'on vient de soumettre, on espère que sera bientôt publiée, qui est plus dans le domaine de la science Po. Lisa Govasli-Nielsen, elle est doctorante en Sciences Po, et je pense que c'est très important aussi de lier de différentes disciplines pour qu'on ait à la fois des connaissances sur les facteurs de la société et les facteurs individuels, qu'on peut lier les deux. Je pense que j'aurai pas trop de temps pour parler de la fusillade d'UTA, mais c'est pas non plus, c'était pas le but non plus de cette présentation. Mais donc,
quelque chose qui était particulier pour cet événement, c'était aussi que cet attentat, c'était que ça se passait sur une île qui a une limitation géographique, donc c'était assez facile d'identifier ceux qui étaient directement exposés à cet événement. Il y avait un grand nombre de personnes tuées et blessées, et cela a duré longtemps, plus d'1 heure. Il y avait surtout des adolescents et des jeunes adultes qui ont été exposés sur un lieu isolé. Et c'était des cibles désignées. Ils étaient attaqués en raison de leurs convictions politiques. Le tueur, il était déguisé en policier, c'est-à-dire, normalement, quelqu'un à qui on a confiance. Au moins, en Norvège, il y a une grande confiance à la police. Ils ont aussi parfois un rôle presque de soignant. Je pense que ça peut varier aussi entre pays, mais c'était quelqu'un à qui, normalement, on a confiance. Et il y avait beaucoup qui ont perdu leurs proches, même ayant témoigné de scènes terribles ce jour-là. Donc, c'était un traumatisme sévère qui pouvait potentiellement avoir un impact majeur. Je montre ici avec les tableaux de Munch, avec le cri et la mélancolie. Et donc, là, vous voyez ce qui a été déjà expliqué, comment c'était réfléchi, comment on allait fournir les soins, avec un suivi au moins 1 an, avec des dépistages systématiques 3 fois, au moins, et une orientation vers des services spécialisés si besoin. La décision de ce suivi, c'était qu'il y avait un groupe d'experts, à la fois nationaux et internationaux, rassemblés pour décider comme un consensus de leur expertise comment est-ce qu'on peut le mieux possible suivre ces jeunes-là. Et donc, après, la question était comment peut-on développer des données pour savoir comment est-ce que cela a fonctionné et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nos futures réponses. Et là, c'est important de se dire comment est-ce qu'on peut évaluer le suivi. Quels facteurs est-ce qu'on doit étudier? Mais c'est pas non plus évident, mais ce qu'on a choisi de faire, c'est il y a l'étude UTA. On a fait donc 4 vagues d'enquête au cours de 9 ans. Et les soins ont particulièrement été évalués après environ 2 ans et demi. Et là, on a inclus des questions ouvertes où les survivants, les participants, ils avaient la possibilité de librement décrire ce qui avait fonctionné dans le soin pour eux et ce qui n'ont pas, pour eux, qui n'a pas fonctionné ou ce qui leur a manqué. Et ainsi, c'est à eux d'évoquer ce qui est important pour eux. Ainsi, on a des informations très riches. Par contre, pour faire des analyses statistiques, c'est aussi bien d'inclure des questions fermées. C'est-à-dire que c'est nous, les chercheurs, qui posent les questions et le survivant, le participant, il doit cocher là où c'est le plus pertinent. Donc là, on perd la richesse, mais on peut faire des analyses statistiques et voir c'est un mot anglais que je ne trouve pas la bonne traduction pour le français, c'est the patterns, de voir un peu les tendances avec les analyses statistiques. Mais ce qu'on a fait aussi, ce qu'on a travaillé avec maintenant, c'est aussi on a fait demander qu'ils étaient d'accord qu'on recueille des données médico-administratives sur les soins primaires, l'usage de soins primaires, l'usage de soins spécialisés et aussi sur l'école. Comment ça allait à l'école, s'ils poursuivaient l'école, leur absence à l'école, pour avoir ça aussi comme une mesure de leur fonctionnement. Pour juste montrer, on a fait une hypothèse. Quand je parlais aujourd'hui, on a eu un soutien le conseil de recherche norvégien, ce qui est un peu l'ANR en Norvège. Pour pouvoir obtenir de telles bourses, on écrit des protocoles. Et là, on avait inclus cette figure. Et moi, j'avais donc dessiné cela en me demandant mais comment est-ce qu'on peut s'attendre donc, au début, on peut s'attendre qu'il y a beaucoup de soins somatiques en raison des blessures. Et puis, les soins primaires, quand même, en Norvège, les soins primaires, ce sont les plus importants. Et c'est ça qui était le suivi était a priori dans les soins primaires. Mais on s'attendait aussi que
les soins spécialisés de santé mentale allaient aussi augmenter. Et là, je vais vous montrer après une figure qui est pas, c'est pas une figure parfaite, mais on vient de soumettre un manuscrit avec des figures plus détaillées, mais qu'on ne peut pas encore montrer en raison qu'on ne s'est pas encore publié. Mais juste pour vous montrer une idée un peu à peu près comment ça ressemble, la réalité pour 255 survivants. On voit qu'il ne suffit pas, je ne vais pas du tout me nommer qu'on ait des experts, mais quand même on a des expériences qui pouvaient nous donner un peu qu'on espérait avoir un avis assez raisonnable. Mais ça montre que c'est très important d'avoir des données réelles et ne pas justement se faire confiance à ces réflexions, ces déductions. Car ça, vous voyez, ça c'est le nombre de contacts. Donc c'était pas du tout, ça ressemblait pas du tout à notre hypothèse. et donc on a vu que malgré le fait que c'était le soin primaire qui était mis en avant, il y a eu un grand besoin des soins spécialisés. Ce qui n'est pas étonnant, vu qu'ils ont été exposés à quelque chose de très extrême. Donc, pour finir, NKVTS, l'organisation qui ressemble à le CN2R et que j'espère qu'on va pouvoir collaborer par la suite. Les activités principales de NKVTS, c'est la recherche, le développement de connaissances. C'est aussi la communication au public général, mais aussi envers les autorités pour qu'eux puissent prendre des décisions pour le mieux possible soutenir la population. Il y a aussi la formation et il y a aussi un portail de web, dinutv.no. On se tutoie souvent en norvégien, donc c'est tassorti.no. C'est pour ceux qui vivent de violences, pour qu'ils puissent avoir des conseils pour s'en sortir. Les thèmes prioritaires, ce sont la violence et l'abus, les catastrophes, le terrorisme et la gestion du stress, la migration forcée et la santé des réfugiés, et la recherche sur les thérapies. Il y a des perspectives interdisciplinaires couvrant à la fois des questions médicales, psychologiques, sociales, culturelles et juridiques. Et enfin, des remerciements. Il y a un grand nombre de personnes que j'aurais aimé remercier, à la fois des collègues et aussi des personnes directement affectées par les attentats terroristes. Donc, quand j'allais faire ce slide, à la fin, je me suis dit que, comme avec les définitions dans la recherche, c'est aussi difficile de définir où on va mettre la limite pour les remerciements. Et j'ai choisi de promouvoir une personne qui m'a énormément inspirée, Madame Françoise Rudetsky, qui elle-même était survivante d'un attentat terroriste et qui a vraiment fait un travail impressionnant, très important pour améliorer les droits de ceux qui ont été affectés par les attentats terroristes, mais aussi pour d'autres types de traumatismes. Et elle a aussi joué un rôle important pour le CN2R. C'est elle qui a écrit le rapport qui a abouti à la mise en place, la mise en œuvre de CN2R. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai fait connaissance avec Françoise. J'ai été auditionnée au cours de son travail. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, je sais qu'elle aurait aimé nous joindre. Le fait qu'aujourd'hui, on est là ensemble, le centre existe. Le centre existe pour améliorer nos réponses sociétales sur des questions très importantes. Donc, j'aimerais aussi vous remercier encore une fois pour cette invitation et pour les échanges qu'on a eus. Et enfin, je vous remercie tous pour votre écoute. Et maintenant, je suis très reconnaissante si vous avez des questions, des commentaires, des critiques. La critique, elle est essentielle en recherche, donc n'hésitez pas à me dire, me poser des questions critiques. Je suis à votre écoute. Merci.
Merci beaucoup Lysène pour cet exposé extrêmement complet et passionnant. Nous avons déjà des questions pour les personnes en distanciel que nous allons poser d'abord, ce qui va laisser aux personnes qui sont dans la salle de préparer leurs questions, et une de mes collègues va passer avec le micro. La première question est posée par Hélène qui demande quel type d'évaluation et de prise en charge sont dispensés. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Bien sûr. Quel type d'évaluation et de prise en charge sont dispensés? Sont dispensés. Proposés, oui, merci. Vous avez tout de suite remarqué que j'avais une toute petite hésitation. Pour l'évaluation, c'est là aussi, c'est une question. Il y a plusieurs manières qu'on peut faire l'évaluation. Il y a cette possibilité de faire une étude sur ceux qui sont envisagés bénéficier des programmes de prise en charge, de demander leur avis, demander leurs expériences. Il peut aussi avoir l'importance d'avoir aussi les avis de ceux qui n'en sont pas inclus dans ce programme, car ça aussi, c'est un enjeu important. Est-ce qu'on a la bonne cible? Est-ce qu'on arrive à joindre, à atteindre les personnes qui ont besoin de la prise en charge? Il y a aussi la possibilité de faire des dépistages systématiques alors, où on évalue le niveau de symptômes, leur fonctionnement au quotidien. Ça peut être au travail, ça peut être à l'école. Puis, il y a aussi l'avis des soignants ou des prestataires de soins ou de soutien. Leur avis, comment est-ce que pour eux, ça a été de fournir des soins, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme besoin des survivants ou de leur famille, et comment ça peut aussi être, comment ça a impacté aussi leur cadre en dehors de ça. Est-ce qu'ils ont eu comme un double travail? Il y a comme de nombreuses questions qu'on peut poser. Il n'y a pas une manière précise d'évaluer. Ça dépend vraiment de l'objectif qu'on a. Et c'est pour ça que je pense que c'est énormément important d'avoir une discussion à la fois à travers les pays, mais aussi à travers les disciplines, pour voir quel objectif est-ce qu'on doit soulever. On ne peut pas tout faire, mais c'est important d'avoir une discussion là-dessus. Et là aussi, il faut aussi soulever, bien sûr, aussi, quand on fait des échanges avec les autorités, la question des ressources, c'est aussi important, car il n'y a pas de ressources illimitées. Donc ça aussi, ça peut être important d'évaluer combien de ressources ont été utilisées ou les coûts financiers. Je ne sais pas si ça a été une réponse claire, suffisante. Merci beaucoup. Nous avons une deuxième question d'Isabelle qui demande: est-ce que certains sujets à Utoya ont refusé le suivi? Le suivi? Oui. Il y a certains qui n'ont pas voulu le suivi. Là en fait, merci pour cette question, car ça permet aussi d'évoluer, d'approfondir un peu ce que je n'ai pas abordé au cours de la présentation. En fait, ce qu'on a vu aussi avec les questions ouvertes, c'est quelque chose qui était très important pour nous, pour la suite, comme quelque chose à apprendre. C'est qu'il y avait des survivants qui ont dit qu'ils ont dit non, ils ont refusé le soin dans la phase aiguë. Et puis après, il y a certains parmi eux qui ont dit que, puis après quelques temps, c'est là où ils ont découvert qu'en fait, ça n'allait pas bien. Ils avaient cru que ça allait... ils n'ont pas ressenti le besoin dans la phase aiguë, mais dans le long terme, qu'ils ont vu là que les problèmes ont pu faire surface. Et donc, mais à ce moment-là, quand ils avaient refusé le soin dans la phase aiguë, c'était plus compliqué, plus difficile
d'avoir un suivi. Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est surtout le suivi à long terme qui a posé des problèmes. Dans la phase aiguë, la plupart étaient contents. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de soins. Il y a aussi ceux qui ont dit qu'il y avait trop dans la phase aiguë, donc ils ont juste, non, c'est trop. Mais par contre, c'est dans la phase au long terme qu'on peut-être, on a tendance à oublier, on a tendance à se dire maintenant, il faut revenir à la normalité. C'est parfois là aussi où ça peut être compliqué. Donc ça, il y avait ceux qui ont refusé le soin. C'est pas que ça s'était pas mal passé pour tous, mais il y a aussi parmi eux des survivants qui, plus tard, avaient besoin de l'aide. Et là, c'était plus difficile. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une question de Herbreto, toujours en distanciel. Comment travaille-t-on avec des enfants, avec des adolescents, après un attentat ou des attentats? Je m'excuse, est-ce que vous pouvez... Oui, comment travaille-t-on avec des enfants ou des adolescents après un ou après des attentats? Et je vais juste, avant que vous répondiez à la question, préciser qu'il y a des ressources déjà en ligne et une interview de Lise sur le site du CN2R qui complète en tout cas la réponse que va donner Lise. Merci. C'est une question importante. Et ce qu'on sait quand il y a des enfants ou des adolescents, une chose, c'est que le suivi peut être plus important. Pour des adolescents, par exemple, c'est une phase vulnérable. C'est une phase de développement psychosocial. Et donc, les troubles de stress post-traumatique, par exemple, ils peuvent avoir un effet comme plus sévère sur le long terme. Ils peuvent perturber leur développement. Donc, pour les enfants et les adolescents, le suivi est particulièrement important. Et puis, il y a aussi cet aspect de la famille, d'aussi soutenir les proches. Ça peut être important pour tout le monde, mais ça peut être particulièrement important pour les enfants et les adolescents, car aussi, eux, souvent, ils n'ont pas les connaissances à la fois de quel type de soins est-ce qui existe et quand est-ce qu'il y a un besoin de soins. Donc il faut avoir cette dialogue aussi avec les parents. Un autre aspect que je pense très important, ce qu'on voit aussi dans les études qu'on a fait sur l'école, c'est que l'école et l'éducation peuvent avoir une place très importante. C'était un exemple aussi dans les questions ouvertes. Il y avait quelqu'un qui avait évoqué que son psychologue, tout le temps, il focalisait sur ce qui s'était passé sur l'île, mais pour le survivant, c'était ce qui lui troublait. C'était en fait, il avait des troubles à l'école qui l'inquiétaient, car il avait peur pour son avenir. Et donc ça aussi, c'est quand on est un adolescent, par exemple, le fait d'avoir des symptômes de stress, ça peut impacter la concentration, le sommeil, et du coup, ça peut être plus difficile de pouvoir faire ses études et aussi d'avoir de participer à tous les aux échanges sociaux, ça peut être plus compliqué. Et donc, ce qu'on a vu qui était important après l'attentat à UTA, c'était aussi de proposer des adaptations à l'école pour que les survivants pouvaient avoir cette possibilité de ne pas fonctionner à 100%, mais quand même pouvoir être à l'école et pouvoir avoir un soutien pour faire le mieux possible et ensuite revenir à leur niveau d'auparavant et d'avoir un soutien pour ne pas tomber en dehors. Mais malheureusement, on voit, là aussi on vient de finir une étude où on voit que comparé à la population du même âge de la reste de la Norvège, on voit que le niveau de drop-out, le fait
d'absence, qu'on arrête l'école, était plus importante après l'attentat. Donc on voit qu'il y a un impact sur à la fois le temps que ça prend de finir l'école et le fait que ça risque d'arrêter aussi leur parcours d'éducation. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir des effets très néfaste, c'est un mot assez fort, mais quand même, si on avait un rêve de faire telle ou telle éducation, et puis après, on ne peut plus le faire, c'est aussi quelque chose qui peut avoir des effets tristes à long terme. Merci beaucoup. Merci. Nous allons voir si dans la salle, il y a des questions. Ma collègue va passer avec un micro. En attendant la question. Donc cette question effectivement de comment les spécificités de s'adresser à des enfants ou des adolescents. En ce moment, en France, on est dans l'actualité du procès des attentats de Nice. Oui. Donc tu disais tout à l'heure que bon, il y a des gens, des enfants de Pora Utoya qui n'ont pas forcément adhéré aux soins ou demandé les soins tout de suite, mais qui dans un deuxième temps ont trouvé que... Et je pense que le moment du procès est sans doute un moment privilégié pour ces gens qui étaient un petit peu perdus du côté du soin à l'occasion du procès. Surtout que le vôtre était assez provoquant. L'auteur de la tuerie n'a pas fait du tout profil bas, comme on dit en français. Il a eu une attitude un peu provocante, même encore au procès. Il y a eu une démarche particulière dans les politiques de santé au moment du procès pour les populations qui ont été concernées. Tu parlais des interventions à l'école. Il y a eu des choses à l'école pendant le procès ou pas? À l'école, on n'a pas de données sur exactement comment ça a été fait sur l'école. Là, il y avait des conseils généraux de faire des adaptations, donc y compris au cours du procès, en fonction des besoins des survivants. Mais il y avait comme le suivi proactif, ça allait durer au moins 1 an par les recommandations. Et le procès en Norvège, ça a commencé 9 mois après les attentats, c'est-à-dire que oui. Mais ce qu'on a vu, c'est que 1 an pour beaucoup de survivants, c'était pas du tout assez. On voit même dans la 4e vague, 9 ans après, il y a beaucoup de survivants qui ont des symptômes très élevés. Donc c'est pas tous. Donc c'est ça qui est important d'identifier ceux qui ont besoin d'aide. Mais c'est important de savoir qu'après de tels événements, il faut s'attendre à qu'il y a une proportion quand même importante qui ont besoin de suivi à long terme, plus d'1 an après. Mais pour revenir aussi au procès, là aussi, c'est quelque chose un peu qui sépare ces attentats que le fait que le terroriste il vit encore. Et en Norvège et partout, je suis un peu triste d'apprendre aussi que parmi les Norvégiens connus, en France par exemple, ou à l'étranger, son nom, il y a beaucoup de monde qui connaît son nom, mais il n'y a pas beaucoup d'autres noms norvégiens qui sont connus. Donc il a malheureusement réussi à avoir une sorte de statut pour la plupart anti-héros, mais on voit aussi par exemple le terroriste à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Il a fait référence à lui. Et il y a aussi des recherches par les médias qui montrent, je trouve que c'est très, très triste, car il avait préparé comme une sorte de kit de médias, et ça a été complètement utilisé. Et il a été... donc ça, c'est quelque chose... c'est un peu triste en Norvège. Et ça, pour les survivants, de tout le temps voir son visage, car il était beaucoup des grandes photos sur la une des journaux, dans la télévision. C'était quelque chose qui quand même était compliqué. Donc moi, normalement, je n'évoque pas son nom, même si je le connais bien sûr. Ça peut être un début de recommandation. Oui. Comment on traite sur le plan médiatique l'image des attentes. Et c'est d'ailleurs aussi important pour la population
générale, car on voit aussi avec des collègues ici en France, comme à Santé publique France, comme par exemple Philippe Pirard et Yvon Montreffe. Il y a aussi Emmaël Robert, on a mené aussi une étude dans la population générale, où on voit aussi pour ceux qui ont beaucoup vu les images sur la télévision et aussi échangé beaucoup dans les réseaux sociaux, on voit des niveaux de symptômes de stress plus élevés que chez les autres, en proportion avec combien de temps on a passé devant la télé. Bien sûr, c'est pas évident, c'est pas sûr que c'est le fait de regarder ces images qui ont provoqué des symptômes, mais aussi peut-être que ce sont des personnes qui sont déjà très angoissées, qui regardent la télé, mais quand même, c'est de regarder des images comme ça en boucle. C'est quelque chose qui, peut-être qu'on doit faire un peu attention à ça. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question. À la suite des attentats en Norvège, est-ce qu'au niveau sociétal, il y a eu des plans qui ont été mis en place de prévention, ou à chaque niveau de la société, par exemple, tout le monde était sensibilisé à la potentialité d'avoir un risque d'attentat de nouveau? Parce que je vois, par exemple, nous, la manière dont ça a été vécu en France, c'est que dès lors qu'il y a eu ces événements, tout de suite après, dans toutes les structures de la société, il y a eu cette sensibilisation qui était plutôt nouvelle pour, je veux dire, ma génération, par exemple. Et du coup, je voulais savoir comment en Norvège, ça s'était répercuté dans la société. En fait, il y a eu des conseils généraux qui ont été mis. Par exemple, notre centre, NKVTS, a proposé des conseils comme ça, médiatisés, transmis aux médias et aussi dans les réseaux sociaux. Mais en plus, il y a aussi les équipes de crise dans les municipalités. Eux, ils doivent aussi pouvoir joindre, si nécessité, ceux qui sont touchés, ou des soins qu'on peut aller chez son médecin traitant, par exemple. Mais c'est surtout ce qu'on voit aussi après les attentats. Souvent, il y a aussi tout de suite après ce sentiment de cohésion. Cette image, par exemple, c'est après ce rassemblement, après les attentats. La rose, c'est le symbole de ce parti de travaillistes où tout le monde, indépendamment de leur adhésion politique, amener à une rose, la marche des roses. On parle donc tout d'un suite que c'est un nous contre l'idéologie du terroriste. Donc il peut avoir cette cohésion après. Mais ce qui est aussi, il y a des études, une étude qui a été menée où ils ont regardé par exemple le niveau de suicide et aussi le niveau d'infarctus myocardique et aussi les naissances, les accouchements et les hospitalisations pour des psychoses. On a vu que dans les premiers jours et semaines après l'attentat, on a vu une augmentation des suicides, une augmentation des hospitalisations pour les infarctus myocardiques et aussi une augmentation des hospitalisations pour les psychoses. Et puis pour les accouchements, il n'y avait pas de plus d'accouchements comme prématurés, mais par contre, ils venaient un peu plus tôt que d'habitude, ce qui montre qu'il y a des effets de stress aussi parmi la population générale. Cela ne veut pas dire que un tel événement, c'est ça qui cause un infarctus myocardique, mais c'est ce petit niveau de stress qui peuvent avoir comme résultat qu'on dépasse une limite où on a une maladie qui est impactée par le stress. Donc, il y a un vrai impact sur la population générale, mais il y a eu des conseils, et ça aussi inclut aussi le fait de faire des pauses quand on regarde les médias. Et je pense que ça aussi, par ailleurs, aujourd'hui, quand il y a des nouvelles assez lourdes, comme quand j'étais dans le train, moi aussi, j'avais vraiment ce besoin de regarder les paysages pour me rasséréner, pour avoir la sérénité.
Et je pense que pour nous tous, c'est important aussi de prendre de pause, de ne pas se laisser submerger. On va se mobiliser, mais c'est essentiel de faire des pauses et de maintenir l'espoir. C'est comme ça qu'on va pouvoir surmonter les crises, les futures crises. Et bien sûr, de soutenir nos soutiens sociaux, comment on se soutient l'un l'autre. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, quelque chose peut-être le plus important pour l'avenir. Comment est-ce qu'on arrive à être des sociétés où on prend soin l'un à l'autre? Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous allons prendre une dernière question pour les distanciels. On vous remercie beaucoup du nombre de questions que vous avez posées. On va être malheureusement tenu par le temps. Donc, une dernière question de Nathalie Prieto qui demande si vous confirmez qu'avant l'attentat d'Utøya, les soins immédiats n'étaient pas développés en Norvège du fait des études anglaises de Bisson sur le débriefing et comment cela s'est organisé. Et Patrice Louville va dans le même sens en posant la question: quelle organisation des soins précoces de type CUMP a-t-elle pu être mise en place en Norvège après Utøya? Si vous pouvez répéter, que je suis un peu lente, et d'ailleurs, j'avais après le vol, j'ai un peu les oreilles un peu bloquées, donc je m'excuse. Il n'y a pas de souci. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est exact qu'avant l'attentat d'Utøya, il n'y avait pas de soins immédiats en Norvège? Et comment, en fait, ce type de soins, comme les CUMP en France, a pu être mis en place après les attentats? En fait, il y avait des soins immédiats en Norvège préparés à l'avance. C'était les équipes de crise dans les municipalités, les équipes de crise pluridisciplinaires. Et ça, tout de suite après, ils ont été mobilisés dans toutes les municipalités. Donc ça, c'est un système qui était déjà mis en place avant l'attentat. Mais donc ça, c'est donc des équipes pluridisciplinaires qui sont aussi mobilisées pour d'autres types d'événements, pas uniquement des catastrophes. Ça peut être aussi, par exemple, s'il y a un suicide, les équipes dont la municipalité peut aussi être mobilisée dans des cas comme ça. Donc, ce sont des équipes qui travaillent dans plus sur un plan local. Mais c'était déjà là, mis en place avant l'attentat. Et ça, aujourd'hui, ça persiste. Ça, encore, les équipes de crise pluridisciplinaires, c'est encore plus développé encore. Il y a là des différences avec l'étude menée avec la doctorante en Sciences Po, Lisa Govasli-Nielsen. C'est là aussi qu'on a vraiment regardé dans les détails les différences, comment on aborde le sujet dans les plans pour faire face aux crises en Norvège et en France, que c'est vraiment il y a un peu des différentes réflexions. Et là, on ne peut pas dire quelle est la meilleure manière, et peut-être que ce n'est pas une manière, peut-être que ce n'est pas possible de le faire pareil ou bien de le faire de la même manière en Norvège, en France, mais ce qu'on voit qu'en Norvège, les autorités ils sont focalisent beaucoup sur le fait qu'il faut faire attention à ne pas médicaliser, de mettre en avant aussi le fait de soutenir les communautés, de prioriser les soins locaux, que c'est le plus proche possible de l'entourage normal de ce qui est touché par un traumatisme. Tandis qu'en France, il y a aussi ce réseau spécialisé qui a vraiment cet avantage que quand il y a quelque chose qui arrive, on peut mobiliser du personnel d'autres régions, souvent qui ont déjà fait de formations ensemble, qui sont déjà en contact. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très... je pense que ça, c'est très intéressant d'avoir ce modèle de réseau. Mais pour la réponse courte, c'est peut-être qu'il y avait déjà des équipes qui étaient opératives avant l'attentat et qui restent opératives après l'attentat.
Merci Lise pour cette réponse. On a une toute dernière question en salle et ensuite on passera le micro à Thierry Bobet pour la conclusion de ce webinaire. Je vais essayer de faire vite. Et donc du coup, tout à l'heure, vous avez parlé de différents traumas, différentes définitions. Vous appréciez pas trop définir ce genre d'éléments. Donc du coup, on a parlé pour l'instant, il y a un trauma complexe et ça se caractérise par le traumatisme suite à un attentat. Donc c'est un traumatisme intentionnel, c'est ça? Avec un traumatisme, quand il y a le PTSD complexe. Ouais. Pardon. Oui. Désolée. Non, c'était juste, je savais plus si c'était intentionnel, c'était pour vous remettre dans le contexte, pour que vous compreniez bien. Du coup, ma question, c'était par rapport aux symptômes. En fait, est-ce que du coup, les symptômes de ce genre de trauma sont les mêmes que ceux qu'on peut retrouver auprès de soldats ou auprès de personnes victimes de violences et que du coup, si c'était les mêmes ou s'ils étaient différents, enfin... Le genre de prise en charge, est-ce que c'est... Parce que c'est assez jeune, les attentats. C'est propre à notre époque. Et du coup, la prise en charge, je veux dire, on a tous ces éléments-là déjà, les thérapies, tous les processus à mettre en place, on les a, ou bien on doit également chercher les nouveaux symptômes, puis ensuite mettre en place de nouvelles thérapies propres à ces traumas. Oui, c'est une question importante et complexe. Je pense que on va pas. C'est toujours. Il y a des avantages et des inconvénients de faire de plus en plus spécifiques les traitements, car il y a toujours une variation individuelle. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir aussi les connaissances, d'être un peu d'observer chaque individu, mais d'avoir cette connaissance que dans un contexte où il y a d'abord des traumatismes à répétition, des traumatismes chroniques, que ça peut avoir un autre impact. Et souvent, quand c'est à répétition, souvent ce sont des traumatismes, intentionnels, presque toujours, donc là, avec cet aspect des relations qui est important de prendre en compte. Mais si on doit développer des thérapies spécifiques pour chaque... Il y aura toujours cette possibilité de les rendre plus spécifiques. Et il y a déjà, comme par exemple, au sein de... Vous avez évoqué le militaire, et là, il y a aussi des soins spécialisés. Et là aussi, c'est aussi les aspects de, on peut dire, des réseaux, le fait de pouvoir être dans un milieu où il y a d'autres qui ont vécu des traumatismes un peu qui ressemblent à leur... Pardon ? Oui, par exemple, ça, et aussi des psychologues ou des psychiatres qui ont beaucoup d'expérience à ce même type d'événement et qui, d'ailleurs, ils peuvent aussi aller sur place et ainsi connaître vraiment les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais ce qui est le risque, car en tant qu'humain, il y a une grande partie de la population qui vont vivre un ou plusieurs traumatismes. Donc, c'est aussi fréquent de vivre plusieurs types de traumatismes. Donc, de toute façon, quand on travaille avec le traumatisme, il faut connaître un peu tout type de traumatisme, car souvent, on va avoir des personnes qui ont vécu plusieurs types de traumatismes. Donc c'est peut-être bien de connaître un peu ce qui est, par exemple, quand il y a un traumatisme qui est dans un cadre intentionnel, d'être consciente de cet impact que ça peut avoir avec les relations et l'identité, et qu'il faut faire peut-être particulièrement focaliser sur ça. Si on doit développer des traitements spécifiques, c'est une question. Je n'aurai pas la bonne réponse, mais je serais un peu prudente de développer des traitements trop spécifiques par le fait qu'on risque aussi de ne pas identifier
d'autres types de traumatismes qui sont là. Donc, de toute façon, on est obligé de garder une sorte de regard neuf pour chaque patient, pour chaque personne, pour adapter les soins. Mais en même temps, il faut faire des recherches pour voir s'il y a des patterns, des tendances qui sont spécifiques à chaque type de traumatisme. Je ne sais pas si la réponse était claire. Merci. Merci beaucoup, Lise, pour toutes ces réponses. On passe le micro au professeur Thierry Bobet pour la conclusion et juste avant le cocktail pour les personnes en présentiel. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais conclure rapidement cette séance en commençant par remercier Lise pour son intervention, en remerciant aussi toute l'équipe du CN2R qui a beaucoup travaillé backstage, comme on dit, pour préparer cette séance, et en remerciant aussi tous les participants. Donc, vous êtes nombreux ici, et nous avions plus de 500 personnes qui étaient inscrites pour suivre le séminaire à distance. Alors, les sujets qui ont été abordés sont très importants. Moi, j'ai apprécié que Lise les aborde avec beaucoup de prudence, une prudence méthodologique, une prudence épistémologique, hein, quand tu rappelles que la notion de trauma et de trouble de stress post-traumatique, en fait, on n'est pas face à des objets naturels, on est sur aussi des concepts qui sont des constructions sociales qui changent au cours du temps, qui se modifient, pour lesquels il y a plusieurs grilles de lecture et qui sont aussi des objets à considérer sous leur aspect culturel. Donc, prudence aussi sur la notion de preuve. Hein, tu as bien discuté ce point-là. Et ton travail, moi je trouve, a quelque chose de vraiment enthousiasmant dans ses résultats et dans son projet aussi, qui est d'utiliser en fait la recherche pour transformer le monde. Hein, puisque pour ceux d'entre nous qui avons vécu ces situations d'attentats en direct, dans les heures et les jours qui ont suivi, on sait quel chaos envahit absolument tout le monde dans ces périodes-là. Et les personnes qui ont été confrontées, les personnes qui essayent de les aider, la population générale, et comment on peut arriver à transformer tout ça en savoir, en fait, en connaissances qui nous permettront de transformer les choses, la manière dont on prend en charge les victimes de violences dans la société. Donc tout ça est extrêmement important, et le projet de réflexion européenne sur ces sujets est aussi très très important, mais il va nécessiter un énorme travail parce qu'il faut qu'on commence par avoir un vocabulaire commun. On a beaucoup opposé les approches anglo-saxonnes et les approches dites à la française. Je pense qu'il est temps de voir comment on peut vraiment comparer, évaluer les choses de manière moins caricaturale et essayer de comprendre ce que font les uns et les autres, qui a du sens dans leur contexte socio-culturel et dans leur pays, et comment on peut essayer d'aller vers un vocabulaire commun, pour commencer, de ce qu'on fait dans ces situations-là et de comment on peut comparer ce que les différents pays font pour essayer de faire mieux. Donc, je pense que ce webinaire est aussi l'amorce d'un travail collectif qui va se mettre en place. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir et simplement vous rappeler que nous avons programmé des prochaines séances de séminaire. Donc la prochaine sera le 29 novembre dans le même format. Et nous invitons Olivier Daudier, qui est un maître de conférence en psychologie, qui fait de la psychologie expérimentale, qui travaille beaucoup sur la question de l'amnésie après les traumatismes. Qu'est-ce qui se passe quand on oublie? Est-ce qu'on oublie déjà les traumatismes? Et qu'est-ce qui se passe quand on oublie? Est-ce qu'on oublie vraiment? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce que c'est une amnésie? Est-ce que c'est autre chose?
Donc il va nous proposer une réflexion sur ces sujets-là à partir de ces travaux qui sont des travaux de psychologie expérimentale. C'est à partir de ce champ-là qu'il parle. Voilà. Puis dans une prochaine séance en cours d'année, on recevra Guillaume Bronsard qui nous parlera qui est professeur de pédopsychiatrie et qui nous parlera des traumatismes dans le domaine de la protection de l'enfance auprès des enfants placés. Donc, je vous donne rendez-vous le 29 novembre et avant sur notre superbe nouveau site que vous n'avez peut-être pas encore regardé et nos réseaux sociaux. Donc, j'ai la liste Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube. Il n'y a pas encore Instagram et Snapchat, ça viendra bientôt sans doute. Donc voilà, vous pouvez prendre des nouvelles et rester en contact avec nous par le biais de ces réseaux jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt.